Ok les gars, je continue un petit peu mon install du puits. Donc j'ai un local béton, enfin un regard béton qui est au fond du terrain. Que j'ai envie de faire, c'est y faire sortir une barre d'acier et sur cette barre deux tuyaux. Un tuyau avec l'eau du puits, un tuyau avec l'eau de la ville. Normalement, j'ai déjà fait ça plein de fois, je ne mets pas de barre d'acier avec des tuyaux fixés dessus, mais je monte directement du tube de Galva en 20-27 ou en 15-21, comme ça c'est bien rigide, ça résiste à tout, c'est très très bien, il n'y a aucun problème. Mais là j'ai pas de tube de Galva et toujours dans un même souci de faire des économies, d'essayer de passer un petit peu les chutes que j'ai, le matériel que j'ai, etc. Eh bien je vais pas commander de tube de Galva parce que si ça avait été pour faire chez un client, j'aurais commandé du tube de Galva, là c'est pour chez moi donc je vais faire autrement. En gros je t'explique. Ici, je vais avoir le plymouth de l'eau de la ville qui va arriver. Ça va, donc là, ça, je vais tout faire des joints filasse, je les ferai en off parce que maintenant tu sais comment ça marche. Et ça montera le long de la barre de fer. Et en haut, il y aura, je pense, un robinet de jardin qui sera, je pense, fixé sur une applique. Et cette applique sera fixée elle-même sur une barre de fer. Tu vois, j'ai été chercher un tube d'acier. Alors, soit je peux faire comme ça, soit je peux fixer directement avec ça. Le problème de ça, c'est que j'avais prévu de fixer sur la tranche. Et sur la tranche, eh bien, j'ai qu'un point de fixation parce que les deux autres sont dans le vide. Donc, sinon, ça m'oblige de mettre ça sur le côté. Je sais pas, c'est peut-être ce que je vais faire, on va voir. Voilà. Et du côté de l'eau, de l'arrosage automatique, il va arriver ici. Je mets quand même une vanne pour avoir une purge en point bas. Et ensuite, pareil, on monte. En intermédiaire, on a ça. Là-dessus, on peut brancher directement un système goutte à goutte ou arrosage automatique. Piloté, donc du coup, non pas par des vannes, mais par les électrovannes du système. Et au-dessus, toujours pareil, on a quand même si on veut tirer un robinet ou brancher un nettoyeur de pression, etc. On a encore un puisage sur, cette fois, l'eau puis citerne. Ok. Et donc tout ça, en gros, tout le système va être fixé sur cette barre. Donc voilà, j'espère que tu auras compris. Maintenant, c'est parti, au boulot. Bon les gars, alors j'en suis où? J'ai commencé mes joints filasse, je vais finir en caméra off. J'ai fait tous mes percements, j'ai préparé ma barre, etc. Et je m'apprête à mettre des inserts. Alors, je voulais te montrer ça. Des inserts, c'est quoi? Moi, je prends ça chez Foussier, mais comme d'habitude, je t'en parle parce que tu sais que maintenant, il y a le compte pour les bichons. Mais comme d'habitude, moi, j'ai rien à vendre. Si tu veux les prendre ailleurs, tu prends où tu veux. Des inserts, en gros, c'est ça. Ce petit objet, tu vois, c'est comme un rivet, mais creux. Et en fait, c'est un écrou. On appelle ça un écrou à sertir. Alors, il en existe de différents diamètres et différents pas de vis. Ça, c'est du M5. Parce que c'est le pas de vis que j'ai besoin pour venir fixer des colliers de plomberie avec les mêmes pas de vis métaux que j'utiliserais par exemple pour une cheville molly, sauf que là c'est un insert. Alors pourquoi mettre ce genre de choses? Parce que quand tu veux visser avec une vis métal démontable sur de l'acier, tu as plusieurs techniques. Alors bien sûr, tu as la technique de la vis autoforeuse, donc c'est-à-dire que c'est une vis métal, mais au bout qu'il y a une petite mèche comme un petit foret. Tu fais tourner très vite et ça vient rentrer dans le métal. Mais ça, c'est pas adapté pour toutes les situations. Après, tu as toujours la possibilité de souder un écrou, donc ça c'est un peu galère pour ensuite venir fixer, etc. Mais c'est galère et en plus ça va te créer une surépaisseur, ce sera pas possible dans toutes les situations. Et puis ensuite tu as toujours la possibilité de venir percer un trou dans le métal et de le tarauder. Alors ça c'est une solution qui est absolument géniale, je m'en sers beaucoup si tu suis ma chaîne, j'ai fait toute la verrière comme ça, etc. Mais ça demande un minimum d'épaisseur de l'acier.
Or, là, sur le tube carré que j'utilise, ou généralement quand tu utilises du profil du tube carré, eh bien tu vois là, l'épaisseur est très fine. On a ici 1 ou 2 mm, pas bien plus. Et donc du coup, bah, c'est un peu galère. Toujours est-il qu'avec ce genre de choses, eh bien ça t'offre une solution qui est simple et qui te permet d'avoir un assemblage montable, démontable, rapide et de qualité. Pour ça, donc tu peux utiliser soit comme une espèce de pince à rivet. Alors là, j'ai pas de lien à te mettre parce que moi, c'est pas ce que j'utilise et puis je sais même pas trop où trouver ça, mais tu regarderas sur internet. Tu peux utiliser comme une pince à rivet standard sur laquelle tu viens adapter un manchon, enfin un adaptateur qui te permet de faire ça. Bon, après, il existe des pinces à sertir comme des pinces à rivet, mais par contre, faites attention avec ça parce que elles ne prennent que les petits diamètres. Donc avec, tu vas pouvoir sertir de l'écrou de 3, de 4, de 5, mais tu vois, dès que tu vas vouloir taper au-dessus de 5, déjà, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis après, tu as ce genre de pinces qui sont des pinces professionnelles, hein, toujours pareil. J'estime que quitte à dépenser de l'argent, eh bien, autant dépenser de l'argent dans du matériel fiable qui va pouvoir me servir et que je vais pouvoir transmettre peut-être à mes enfants ou dans 15 ans, voilà, qui sera encore en parfait état de marche. Parce que aujourd'hui, j'ai encore des outils que je peux te montrer. Tu vois, par exemple, ça, je vais te montrer. Ça, c'est ma première scie circulaire que j'ai achetée de toute ma vie. Je l'ai achetée, j'avais, je crois, 20 ans ou 21 ans. C'est pour le premier gros projet que j'ai fait. C'est une Hitachi. J'avais acheté ça à l'époque, je crois, chez Descours et Cabot. Enfin, truc professionnel. Je m'étais ruiné à l'époque. À l'époque, c'était vraiment... Je mettais des sous dans le cochon pour acheter, tu sais, des outils. Et je me rappelle que je l'avais vraiment senti passer. Je m'étais ruiné. Mais je l'ai acheté aux alentours de mes 20 ans et cette année j'en aurai 40. Ça fait 20 ans que j'ai cette machine, elle fonctionne comme au premier jour. J'ai même pas encore changé les charbons, rien, c'est de la balle. Voilà en tout cas ma vision des choses. Chacun est libre, chacun est fait comme il veut. Je suis pour la paix des ménages, chacun fait comme il veut. Mais moi, je conseille à tout le monde demain, même mon père qui vient me voir en me disant « Oh, t'as une scie sauteuse », je lui dirais « Prends ce que tu veux, mais prends de la marque, prends du pro, parce que comme ça, tu seras content de t'en servir, elle va te produire un travail de qualité, et en plus, tu vas la garder pendant des années sans qu'elle merde. » Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, je vais te montrer comment ça marche, parce que tu vas voir que c'est magique, c'est merveilleux. Allez, c'est parti. Alors premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des trous, bien sûr, du diamètre de l'insert. Et ensuite, ce qui est important, c'est moi dans mon cas, de fraiser la tête. Parce qu'il en existe différents modèles. Moi, j'ai choisi un modèle à tête fraisée. Alors tu peux avoir un modèle à tête plutôt bombée, etc. J'ai choisi un modèle à tête fraisée. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'est que quand je l'insère dans le truc, eh bien, vu que j'ai fraisé la tête, bah tu vois, il ne dépasse quasiment pas, il n'y a quasiment pas de surépaisseur. J'ai ma pince, là il y a un bloc d'insert, il y a un bloc là. Et en fait, ce bloc, eh bien, tu peux le changer, tu vois, tout ça, tu peux y changer, ça se démonte et ça se change en fonction du diamètre de ton insert. On peut voir qu'au bout de ce bloc là, au bout de ce truc, là, il y a un petit pas de vis, un petit filetage. Quand je tire la poignée, eh bien ici, là, mon filetage, je sais pas si tu vois bien, mais quand je tire la poignée, ça le dévisse, et quand je la pousse, ça le visse. On va avoir besoin de visser, donc on commence par tirer la tige, on présente l'enfant à sa mère, donc tu vois, je laisse mes deux bras là avec le ressort ouvert, je présente la tige, et là j'appuie, hop, voilà, j'ai appuyé, et là ça a vissé là, ah yeah, tu vois, mon insert, il est tenu. Une fois que ça a vissé, et bah c'est comme une pince à rivet normale, tu resserres, hop, dès que ça bloque, ça sert à rien de forcer, c'est bon, c'est serti. Et donc après, tu retires la boule, hop, et voilà, ça la redévisse automatiquement. Et là, mon insert, il est fixé, il est serti. Allez, on fait les autres. Jacquet qui fait de la peinture noire. Chemin cochon.
Bon alors voilà les gars, tout est bon. Alors il y aura peut-être 2-3 endroits à rectifier un peu, mais dans l'ensemble c'est nickel de chez nickel. Ici j'aurai la ville, ici j'aurai le puits, la citerne, l'eau va monter. Là ici dessus je pourrais brancher mon tuyau d'arrosage automatique, mon goutte à goutte, parce que l'eau ici va être gérée par une électrovanne de l'arrosage automatique. Bah, je suis bien content. Je verrai peut-être dans un deuxième temps, j'étiquetterai eau de la ville, eau du puits. Quand vous faites ce genre de choses, faut quand même toujours noter, ne serait-ce que si vous avez des gens, des enfants ou quoi que ce soit qui se baladent chez vous, notez toujours hein, quand vous avez un robinet sur l'eau du puits. Ayez pas peur de faire une pancarte ou mettre des étiquettes, etc. Ou même de peindre le robinet d'une autre couleur en disant attention, là vous vous apprêtez peut-être à boire de l'eau de pluie d'une citerne ou quoi que ce soit. Donc prochaine étape, eh bien, ce sera l'installation dans le regard du fond dans le tabouret. Ok les bichons, donc du coup bon on est toujours férié, mais j'ai que 2 trous à faire et ça va me faire gagner beaucoup de temps parce que derrière je vais pouvoir faire pas mal d'autres choses, donc je vais les faire. Je vais donc accrocher ma canne, on va l'accrocher ici là, voilà comme ça. Pour l'accrocher, on va venir, on la raccordera après, pour l'accrocher, on va venir faire un scellement chimique. Donc on a préparé des tamis, donc tout ce qu'il y a de plus simple, avec de la tige filetée, ça doit être de la 10, et on va enfoncer l'intégralité des tamis. On va injecter dedans de la résine, donc là moi j'ai choisi du Speed, tu sais j'aime bien bosser avec Speed. Et puis il m'en avait envoyé 2-3 pour tester, donc tu vois ça va être nickel, c'est Mix Plus. On va balancer ça et on va l'enfoncer complètement, c'est-à-dire que comme tu peux constater, le regard il fait que 4-5 cm d'épais, mais on va quand même faire traverser et arriver quand même dans la terre, de manière à ce que ce qui déborde, en plus ça va déborder en dehors et ça pourra plus jamais revenir, ça pourra plus être arraché. Allez, on prépare ça. Donc là je vais essayer de m'aider avec une 3e main, on va mettre ça comme ça, ce sera bon, je pense. Alors ça, les 3e mains, j'essaierai de te foutre aussi des liens dans la description si tu connais pas, mais alors, c'est vraiment, ça te sauve la vie. Et voilà, putain, ça c'est vraiment une invention de ouf. Maintenant avec les crayons à pointe profonde, je vais aller venir tracer les trous. Là, super, c'est bon, ça a bien tracé. J'ai fait les trous. Avant de mettre les tamis et de balancer la gougne, je vous conseille un petit coup de soufflette. Si vous êtes à l'atelier ou si vous avez un petit compresseur portable, c'est de la balle. Sinon, t'achètes ça, ça vaut que dalle là. En gros, c'est une pompe qui balance de l'air. Et hop, tu vois, en fait, toute la merde qu'il y a dedans, ça dégage. On en enlève le maximum. Et hop, on enlève ça. Donc maintenant on va préparer la cartouche. Alors la cartouche, quand vous achetez du scellement chimique, ce qui est génial c'est que, enfin ce qui est génial, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il donne toujours 2 becs et un bouchon. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous ne la finissez pas du premier coup, eh bien vous pouvez la conserver et la réutiliser ultérieurement, parce que bon c'est quand même pas jamais bien donné le scellement chimique, mais c'est tellement pratique. Donc on découpe les petits sacs à l'intérieur parce qu'il y a les 2 composants et donc il faut que ça se mélange. Et là aussi, c'est important d'utiliser toujours le bec malaxeur parce que vous allez voir que quand on va pousser le produit, eh bien, c'est le bec qui va mélanger les deux produits. Donc là, on balance et vous allez voir que les 2 produits passent dans l'hélice mélangeuse et à la fin le produit il est parfaitement mélangé. Donc là hop, on fout ça là-dedans et là on envoie la sauce, on fait pas les radins, on balance tout parce que le but c'est que ça remplisse le tamis mais que ça passe à travers. Et au fur et à mesure qu'on appuie et qu'on balance, on recule la canule, hop, et de 1. Et là par contre il fallait très vite, hein, c'est de la résine, hein, donc là t'as pas le temps de partir pisser un coup. Et hop, de 2. Ensuite, vous pouvez refermer les petits bouchons si vous voulez. Ça, c'est pas drama, mais ça va vous permettre que quand vous allez enfoncer, le produit va pas ressortir. Donc là, on pousse tout ce qu'on peut pousser. Donc là, moi, je laisse volontairement un écrou derrière parce que je veux écarter légèrement mon support du mur. Ce que je vous conseille, si vous pouvez, toutes les fois que vous pouvez, vous pourrez pas à chaque fois, mais c'est de présenter déjà direct votre truc de manière à être sûr. Moi dans mon cas je peux le faire, donc je vais le faire.
Mais le fait de le présenter, je vais être sûr et certain que mon scellement il va se faire correctement. Et que, parce que ça devient vraiment dur comme du béton. Hein. Mais c'est hallucinant. Hein. Donc là c'est bon. Ok les bichons, ça c'est bon, c'est serré, c'est scellé, c'est nickel. Il n'y aura plus qu'à peut-être mettre un contre-écrou et puis couper la tige filetée qui dépasse et ensuite ce sera impeccable. Le tuyau qui vient de l'arrosage automatique que j'ai là dans ma main, il est pas assez long donc je peux pas arriver à le boucler et à venir le raccorder directement, donc je vais être obligé d'installer un coude. Ça tombe bien, on a du bol, j'en ai trouvé un, donc un coude Plymouth, moi j'appelle ça Plymouth, un raccord PE, un raccord Plymouth que je vais venir installer ici pour pouvoir raccorder mon système. Donc ce qu'on va faire, je vais déjà couper ici, ce sera largement bon. Alors ça c'est vraiment caractéristique du tuyau d'irrigation, c'est-à-dire que tu vois il est moins solide et moins épais que le Plymouth. Un Plymouth ça ferait jamais ça. Hop. Donc ça c'est le tuyau qui vient des électrovannes qu'on avait mis avec Alex dans la vidéo de l'arrosage automatique. Je te remettrai un lien dans le i. Autant pour de l'eau de la ville, je vous le conseille pas, mais pour de l'arrosage automatique, les raccords Plaçon, là, comme ça, c'est le top. Hein. Si vous avez ça, mettez ça. Moi, j'avais ces raccords et puis c'est férié. Aujourd'hui, on peut rien acheter. Puis après, bah, si tu as du laiton comme moi, bah, tu mets du laiton. Ok, donc maintenant, je vais m'occuper de l'eau de la ville. L'eau de la ville, j'ai pas de coude. Par contre, j'ai un tuyau qui est un peu plus long. Donc, je devrais réussir à faire un truc. Et puis, si j'ai besoin de refaire une modification plus tard, je la ferai. Je voulais juste te montrer, tu vois, donc ça, c'est du tuyau d'irrigation 10 bars. Donc tu vois bien le diamètre, tu as vu, c'est un truc qui peut avoir tendance à se plier, qui est un peu fin au final. Et ça, c'est du tuyau d'adduction d'eau. Donc ça, c'est le tuyau qui amène l'eau, par exemple, chez vous, dans votre maison. C'est du 16 bars. Donc tu vois déjà la différence d'épaisseur, c'est quasiment le double. Donc c'est pour ça que je voulais te montrer, parce que tu sais, des fois on tire un peu sur la cam en durée de vie. Là pour un arrosage automatique ça craindra jamais. Mettez pas ça pour une arrivée d'eau de maison, il faut vraiment mettre ça. Donc là c'est bien parce qu'on voit bien la différence. Donc là toute la difficulté c'est que ces tuyaux, c'est un peu le problème, c'est qu'ils sont résistants, mais il faut pas qu'ils se plient. Ça c'est le genre de tuyau, si tu fais pas gaffe, ça a tendance à faire comme du PER et ça va avoir tendance à venir se pincer. Donc là il faut surtout pas qu'il se plie. Donc là ce que je vais faire c'est que c'est bon, tu vois, j'ai ma longueur, je sais que ça va être bon. Plutôt que de m'embêter et de prendre un risque, je vais défaire l'union, c'est pour ça que je mets des unions, et je vais venir emboîter le tuyau. Alors là c'est pareil, il faut faire attention, ce raccord union est un peu moins de bonne qualité que ceci, et donc du coup c'est un joint torique et il faut être sûr qu'il se pousse pas dans le tuyau. Donc si vous avez le moindre doute, vous faites comme ça, vous démontez, vous passez vos bagues, hop, vous venez emboîter, être sûr et certain que tout est bien en place, et ensuite vous resserrez. Ces deux T que j'ai mis, ça servira si un jour on fait des chalets ou quoi que ce soit, chalet 1, chalet 2. Donc là, il faut toujours faire attention quand on fait des raccords dans des regards comme ça. Je vous invite vraiment à faire les mises en eau et à vérifier et revérifier qu'il n'y a pas de fuite. Parce que dans un regard comme ça, une fois que le regard est fermé, eh bien on n'y retourne quasiment jamais, quoi. Donc ça veut dire que s'il y a une fuite, ne serait-ce qu'une goutte d'eau, eh bien ça peut fuir pendant des jours, des semaines, des mois, sans que vous vous en rendiez compte. Et là après la douloureuse. Donc maintenant pour filmer l'union, on va passer à la grande sœur, clé normale. Et là j'ai la maman là. Vélociraptor Tyrannosaurus Rex. Donc l'union, faut le serrer, mais il n'y a pas de joint. En fait, c'est un métal contre métal, donc il n'y a pas besoin de le serrer trop fort. Et il faut graisser un petit peu. Là, je t'ai pas montré, mais ils étaient un peu graissés. Puis après, bah, tu peux prendre aussi une bonne vieille clé anglaise. Hop là, c'est bon. Et voilà. Donc là, on aura notre puits. Quand on voudra l'hiverner ou l'arrêter, bah, on fermera là-bas, on laissera tout ouvert, on ouvrira ça fera une entrée d'air, ça permettra à tout ça de bien bouger. Et là pareil, l'eau de la ville, tiens d'ailleurs tu vois, soit il faut que, tiens un petit truc astuce quand vous êtes dans ce cas de figure et que comme moi vous voulez pas vous faire chier, le mieux serait de tourner le sens de la poignée, sinon hop, tu fais comme ça, et voilà.
Et donc ça, ce sera l'eau de la ville et pareil, on pourra purger et tout, il n'y a pas de problème. Et on pourra en plus fermer de là-bas vers le jeu de boules de manière à ce que même en hiver, même fermé, purgé, eh bien il n'y a pas d'eau dans le tuyau, il y aura très peu d'eau et en tout cas pas de pression puisque ce sera fermé là-bas aussi. On va peut-être déjà essayer de mettre ça en pression là pour voir ce que ça donne. Donc on n'oublie pas bien sûr quand on a les deux eaux différentes, c'est-à-dire eau de puits ou eau de citerne et eau de la ville, de venir repérer en installant des petites étiquettes, de venir repérer bien sur les tuyaux l'eau du puits. Et puis ensuite il faut informer tout le monde, les enfants, ou le mieux c'est vraiment de mettre une pancarte, que ici bah, c'est pas de l'eau potable. S'il y a quelqu'un au fond du jardin qui a soif, ce sera pas ce tuyau, mais ce sera ce tuyau. Bon, juste avant d'aller commencer à faire les essais avec l'eau de la ville, je tenais à rappeler que la solution que je vous présente ici, c'est une bonne solution, mais c'est une solution de bricoleur et qui rentre dans la démarche que j'ai depuis quelques mois, c'est-à-dire d'essayer d'acheter le moins possible, de récupérer ce que j'ai, parce que je me rends compte qu'on a de l'acier qui traîne à droite, à gauche, etc. Et donc, bien, j'essaye de passer toutes mes chutes avant de racheter d'autres choses. Si j'avais été chez un client, ou si vous êtes un plombier chauffagiste, ou si vous avez envie de faire ça encore mieux et de manière plus durable, ce que je vous conseille, c'est pas du tout de faire comme ça. C'est d'acheter du tuyau de Galva 1521 que vous allez couper à longueur et le tuyau bah, va faire office de tige. Donc c'est-à-dire que là, si j'avais eu du Galva, eh bien j'aurais monté un tube de Galva que j'aurais fileté en bas et en haut, j'aurais mis des coudes et j'aurais vissé directement mon robinet de puisage dessus. Le Galva, ça accepte l'eau potable, donc il n'y a aucun problème. Et donc voilà, j'aurais tiré 2 tuyaux de Galva. Donc bon, moi j'avais envie de te présenter cette solution parce que j'avais pas de Galva et parce que j'avais envie de passer le matos que j'ai. Voilà, parce que je suis comme tout le monde, c'est le portefeuille qui commande. Allez, next. Bon alors les bichons, je viens d'ouvrir l'eau là-bas à la chaufferie, je l'ai ouvert doucement, coolos. Et normalement, eau de la ville, eau de la ville, eau de la ville, on va pas balancer dans l'arrosage pour l'instant, on va balancer là-bas au fond. Je sais pas. Ah, t'entends? Putain, déjà, je me suis déjà pas trompé dans tous mes tuyaux. Donc là, si j'ouvre, tiens, t'entends là? Tu vois? Donc là, quand on fait des branchements comme ça d'arrosage extérieur, moi je vous conseille de les faire avant détendeur de pression. Moi, toute la maison, bien sûr, elle est sur détendeur de pression, c'est obligatoire. Mais j'ai fait mon branchement d'eau avant le détendeur de pression. Comme ça, je bénéficie de toute la pression de la ville. Et s'il y a 6 barres de pression à la ville, et ben j'ai 6 barres de pression ici. Et pour faire de l'arrosage ou du nettoyeur de pression, etc., on a besoin de patates. Par contre, attention, dans votre maison, faut jamais faire ça, parce que là, vous pétez tout. Donc là, je ferme le petit truc. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ouvre un tout petit peu plus. Enfin, t'as vu là déjà le débit qu'il y a là? J'ouvre un petit peu plus et maintenant on va foncer au fond du jardin voir ce que ça donne. T'entends là la pression? Hop, donc là il y a bien l'eau de la ville. Et voilà. Et 0 fuite Macaille, merci. N'importe quoi, zinzin. C'est une petite victoire encore, à la maison des Jacquet qui avance. Bien sûr, il va falloir que je mette un petit coup de disqueuse dans les chapeaux pour venir refermer, parce que maintenant, bah, le chapeau va pas pouvoir se fermer à cause de ça. C'est pas grave, on va le disquer juste pour que les tuyaux passent, mais ça, on va pas y faire maintenant parce qu'on est quand même un jour férié. Tout ce qu'on fait là, ça fait pas de bruit, mais si je commence à démarrer la disqueuse et tout, on va plus s'en sortir. Donc, demain ou après-demain, la disqueuse. En attendant, on a déjà de l'eau ici. Allez, à demain. Alors si toi tu as l'habitude de poser des pavés, tu vas peut-être dire oui bah c'est bien, vous êtes bien démerdés, ou tu vas peut-être dire vous avez fait de la merde. Bon, nous la seule chose qu'on essaye de faire c'est de notre mieux. Je vais vous montrer comment moi je pose les pavés actuellement. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour les poser droit, que visuellement quand vous regardez sur la longueur ça vous fasse pas des vagues. Que les pavés, il n'y en a pas un qui fait la même dimension, ils sont plus hauts, plus grands, enfin à 5 mm près quoi. Donc là on a bien mouillé la surface pour que en contact du shampoing ça mousse bien comme ça et que ça nettoie efficacement la terrasse. Donc toujours sur un support qui soit bien mouillé. J'y vais.